Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité à Chérif la Télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. L'équipe nationale du Mali pour le concours panafricain du débat a été reçue par Mme Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État, ce mercredi 18 avril. Objectif, faire le point de la participation malienne à cette compétition panafricaine. Le point avec Amadou Kamara et Abdoulaye Sogodougou. Cette compétition initiée à l'endroit des jeunes Africains, qui sont les leaders de demain, a pour but de les éduquer afin qu'ils puissent se familiariser avec les nouveaux défis du continent. Donner un statut, faire une conférence de presse après chaque édition. Elle permettra de donner plus de visibilité et de crédibilité à la Coupe panafricaine de débat et sera le lieu de faire un bilan organisationnel et financier pour plus de transparence. Enfin, donner le statut de formateur COPAD aux anciens débatteurs des équipes nationales. À ce jour, au niveau du profil du citoyen et sous-régional Coupe panafricaine de débat, la formation des débatteurs est pratiquement assurée par les anciens débatteurs de l'équipe nationale. Grâce au module que nous avons spécialement conçu pour le débat contradictoire, vous conviendrez avec moi que les équipes qui arrivent en demi-finale et donc en finale sont effectivement celles qui sont coachées par d'anciens débatteurs. Cela s'explique par le fait que les formateurs sont passés par le même chemin que leurs cadets et ont su tirer des leçons de bonnes ou mauvaises prestations soulignées par un jury. La Coupe panafricaine des débats est une compétition inter-État qui oppose des jeunes universitaires autour de la problématique de l'usage des technologies de l'information et de la communication par la jeunesse. Parce qu'on apprend toujours. Quand on apprend toujours, ce n'est pas un échec. Des fois, comme on dit, le meilleur de la classe, le premier de la classe, peut ne pas réussir dans la vie. Et celui qui n'est pas le premier réussi, on se dit des fois, comment ça se fait que lui, il n'était pas le premier, moi je suis le premier, lui, il a réussi. Mais c'est une question peut-être des fois d'organisation, de discipline, tout simplement. Et ça ne demande pas de l'argent. Et ça, nous en avons besoin dans ce pays, au Mali, où nous qui avons aujourd'hui un certain âge, je ne dirais pas troisième âge, je dirais que j'ai 8 ans. Vous, parce que dans ma tête, je reste encore très jeune. Des fois, peut-être le corps ne suit pas, le physique ne suit pas. Mais je pense que ce pays a besoin de vous, de la jeunesse, de votre savoir, de votre engagement. Parce que ce que vous allez faire, il se peut, le plus souvent c'est comme ça, vous n'allez pas profiter tout de suite de ce que vous avez fait. Les grands syndicalistes se battent et souvent ils n'ont pas le bénéfice de leur lutte. C'est ceux qui viennent après. Or nous ici, on veut avoir le bénéfice de notre lutte tout de suite. Et alors ça pose beaucoup de problèmes. Battez-vous pour le Mali parce que le Mali le mérite. Le Mali en a besoin. Nia et Kamba font Mali, c'est que ça existe. Il ne faut pas qu'on vous détourne de beaucoup de choses. Voyez le Mali, le Mali, le Mali. Dites-vous, vous venez d'un grand pays, avec une grande histoire, avec de grandes familles, avec une grande solidarité, une grande unité, avec des valeurs qui se sont perdues et qu'on doit retrouver. Non pas qu'on recule, mais il faut quand même tenir compte de ces valeurs. Les débats contradictoires se sont déroulés du 26 février au 3 mars à Abidjan. Rappelons que la Coupe panafricaine des débats, COPAD, est une compétition annuelle où des étudiants représentent leur pays respectif pour débattre sur un thème proposé par les organisateurs. Le président du mouvement pour l'Union des Maliens, Cheikh Harouna Sankaré, a rendu une visite de courtoisie au groupement des leaders spirituels musulmans du Mali à son siège à Korofina. Les visiteurs est allé porter à leur connaissance sa candidature en vue de solliciter leur soutien à l'élection présidentielle de juillet 2018. C'était ce mercredi 18 avril. Fatoumata Kane, Mohamed Traoré. C'est par les mots de bienvenue du vice-président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali que cette cérémonie a débuté. Suite à l'annonce de sa candidature aux élections présidentielles, Cheikh Harouna Sankaré a tenu à le faire savoir aux religieux. Une démarche bien appréciée
par l'ensemble du bureau du GLSM. Le Seigneur est bon. Nous sommes très heureux cet après-midi de recevoir notre frère, Hajarna Sangare, qui veut tenter de briguer la majesté suprême de notre cher Mali. Nous sommes très contents et nous sommes fiers de le recevoir. Selon le candidat Cheikh Harouna Sankare, aller à la rencontre des leaders religieux et des chefs coutumiers afin de recevoir leur bénédiction est un devoir, car notre pays est majoritairement musulman et reconnu pour ses valeurs ancestrales. Nous sommes venus ici cet après-midi pour rencontrer les membres du groupement des leaders religieux et spirituels du Mali, pour les informer et leur demander des bénédictions pour notre candidature à l'élection présidentielle. Nous avons été très bien accueillis par le groupement. Nous remercions le groupement des leaders religieux du Mali parce que vous savez, le Mali est basé sur deux aspects, la tradition et la religion. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé que notre première sortie soit la rencontre avec le groupement des leaders religieux. Quand on parle du groupement des leaders religieux, nous parlons de l'islam traditionnel que nous avons hérité de nos ancêtres ici au Mali. Je voudrais préciser aussi que c'est vrai, je suis religieux parce que je suis issu d'une famille religieuse. Je ne l'ai pas choisi, c'est par destin que j'ai été fils d'une famille religieuse et religieux. Ma candidature est une candidature indépendante, une candidature d'un citoyen, d'un fils malien qui sait qu'il peut apporter sa contribution pour la construction, pour la reconstruction de ce pays, qui sait qu'il peut apporter une contribution pour la résolution des conflits, pour apporter la paix et la stabilité dans notre pays. Le candidat indépendant s'engage à réunir toute la nation malienne pour un nouveau Mali. La cérémonie a pris fin par des bénédictions à l'endroit de tous les Maliens. À l'occasion de l'anniversaire de l'imam Ousseini, la Fédération des Ansars, comme à l'accoutumée, a organisé une soirée de prêche pour retracer la vie du petit-fils du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, initiée par Madame Haïdara Aïcha Koulibaly depuis 2007. Cette 11e édition a regroupé les Ansars et sympathisants à Bankoni Djankinebougou et la cérémonie était placée sous la présidence de Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara. Ousmane Sogoré, Baba Keïta. L'affection envers la descendance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est une recommandation du Saint-Coran aux musulmans, telle mentionnée dans la sourate La Consultation, verset 23. D'où cette initiative de Mme Haïdara Aïcha Koulibaly en collaboration avec la famille Chérifla pour célébrer l'anniversaire de l'imam Ousseini, petit-fils du prophète. Ousseini et son frère imam Al-Hassan, qui furent surnommés par le prophète les maîtres des jeunes gens du paradis. L'anniversaire de l'imam Hussein est célébré aujourd'hui dans toutes les sections de l'Ansardine du Mali. Et ce n'est pas seulement au Mali, c'est même dans tous les pays du monde, là où il y a les Ansars. En Amérique, aux États-Unis, France, Espagne, etc., etc. Et dans tous les pays d'Afrique également, pratiquement, où existent les Ansars. C'est l'occasion pour nous de magnifier la sainte famille du prophète, les descendants du prophète, et qui représentent en tout cas comme pirogue de nous pour sauver l'humanité, pour guider les musulmans. Et nous qui sommes derrière Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara également, ça a été l'occasion pour nous pour connaître leurs valeurs, connaître la valeur même de Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara et sa sainte famille. Tour à tour, les prêcheurs ont retracé la vie de l'imam Ousseini, résumant la qualité morale du vrai musulman et apparaît dès lors comme un modèle à suivre. Ce soir, nous sommes en train de célébrer l'anniversaire de Ousseini. Alors pour moi, cette nuit est importante pour tous les musulmans parce que nous devons suivre ces descendants-là à travers leur caractère, à travers tout ce qu'ils ont apporté pour cette religion. Donc tout ce que nous retenons comme enseignement important,
c'est que la trace de ses descendants constitue pour nous un chemin droit. Ses descendants également ont beaucoup apporté. Je connais particulièrement l'apport de Husseini parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé les musulmans, qui a beaucoup œuvré pour le développement de l'islam, qui a même quitté ses ancêtres dans le cadre du développement de l'islam. Donc l'enseignement et la qualité que je retire, c'est que c'est quelqu'un qui nous sert de modèle en termes de modestie, en termes de bonne foi et en termes de clairvoyance aussi. Voilà ce que je retire comme enseignement. Après avoir formulé des bénédictions à la mémoire des Ansars décédés dans la semaine, le guide Seydi Cherif Ousmane Madani Haïdara a ensuite évoqué l'importance capitale que revêt cet anniversaire pour les musulmans. L'occasion a été saisie par les Ansars et sympathisants de renouveler leur serment de l'islam au guide et une bénédiction pour le bonheur de tous a mis fin à la cérémonie. Vivement l'année prochaine. Le phénomène devient de plus en plus inquiétant avec les récents cas enregistrés dans la région de Mopti qui ont causé des pertes en vies humaines et d'énormes dégâts matériels. Que pensent les Maliens des tensions intercommunautaires dans certaines localités du pays? Comment gérer ce genre de conflit? Le désarmement et le retrait des permis de port d'armes suffisent-ils à stopper le phénomène? Les réponses dans ce dossier complet réalisé par Amadoun Diallo Samba Traoré. Les conflits intercommunautaires sont récurrents dans plusieurs localités du Mali, notamment dans les régions du centre et du nord du pays, où l'État est absent depuis la crise de 2012 qui a secoué les institutions de la République. Sur le sujet, beaucoup de citoyens pensent que le dialogue entre les communautés doit être la première piste de solution pour stopper le phénomène. Pour d'autres, la justice malienne joue un rôle de complaisance dans cette situation. Je pense que la mesure de suspension ou de soi-disant désarmement, à mon avis, sans la présence effective de l'État, ne saurait résoudre le problème. Désarmer qui? Qui va désarmer alors même que les autorités aujourd'hui sont... l'autorité elle est absente. Je m'en veux comme preuve quand le gouvernement avait pris la décision d'interdire la circulation des motos et également des véhicules 4x4 pour endiguer le problème. Mais est-ce que cela a suffi pour résoudre le problème? Non. C'est le manque, n'est-ce pas, de l'État dans cette zone qui est aujourd'hui la conséquence de ce que nous vivons. Moi, je l'analyse de la façon suivante. D'abord, quand l'État est absent dans une localité, les gens ont toujours exprimé ce besoin de se faire justice ou même de se protéger, peut-être de l'absence même de l'autorité de l'État qui a laissé à la limite no man's land un vide. Comme on le dit, la nature a horreur du vide. Ce vide est forcément comblé par des forces qui ne sont pas forcément habilitées à instaurer cette stabilité, à se protéger elles-mêmes. Donc c'est l'absence de l'État qui explique en tout cas le développement de tous ces conflits intercommunautaires. Certains ne parlent pas de conflits intercommunautaires, mais de mésententes entre quelques individus mal intentionnés. Pour bon nombre de citoyens, l'État malien doit impliquer nécessairement les vrais acteurs dans le dialogue intercommunautaire et prendre des mesures concrètes face à cette situation pour éviter le pire. On a eu à lutter un peu par rapport à ça parce qu'on a une association qui s'appelle Soudou Baba, une association de Peul, qui avait organisé un séminaire à un moment donné au Palais de la Culture. C'était par rapport au désarmement des Donzous que l'État avait armé. Au lieu que les militaires soient sur le terrain, c'était ces Donzous qui étaient sur le terrain, qui étaient en train de tuer les populations. Vraiment, il est temps que les permis de port d'armes, les Donzous, les petits milices que le gouvernement est en train de constituer, de mettre fin à tout ça pour que la police, l'armée, en un mot, puisse vraiment agir. Absolument, il faut un climat de dialogue parce que si vraiment les auteurs étaient punis comme il le fallait, vraiment, ça aurait prouvé qu'on avait trouvé une solution à tout ça. On a vu que quand les gens sont arrêtés, quelque temps après, on les voit encore libres, agir encore plus que ce qu'ils faisaient avant. Donc c'est ce qui est vraiment inquiétant. D'abord, c'est un phénomène regrettable parce qu'il faut noter que dans ces différents cercles, tout le monde le sait, l'État est absent. Donc si l'État est absent, chacun fait ce qu'il veut.
s'entretuer. Donc nous pensons que d'abord il faut vraiment désarmer ces milices-là. Moi en tout cas c'est ça mon avis. Au-delà de ça, l'État prenne ses responsabilités, qui songe au moins, c'est-à-dire à ce que l'armée soit sur toute l'étendue du territoire national. Même si c'est difficile, c'est leur mission. Nous demandons à ces regroupements, nous demandons également à l'État de voir qu'est-ce qu'il doit faire pour aller sur le terrain, échanger avec les vrais acteurs. Et peut-être s'ils envoient des émissaires qui soient des émissaires, en tout cas venant de ces localités et qui connaissent également les réalités de ces localités. Rappelons que récemment, des affrontements intercommunautaires ont fait 21 morts et 7 blessés à Kéréri dans la région de Mopti. Et nous restons avec Amadoun Diallo pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et à l'image. Le Zimbabwe a célébré mercredi son indépendance pour la première fois sans Robert Mugabe au pouvoir. L'occasion pour le chef de l'État Emmerson Mnangagwa de répéter son engagement d'organiser les élections générales libres et justes cette année. Le président Mnangagwa, ancien vice-président de Robert Mugabe et membre du parti de la ZANU-PF au pouvoir depuis 1980, a prononcé un discours dans le stade national d'Harare. Les élections présidentielles et législatives sont prévues en juillet. Au Tchad, la société civile demande aux parlementaires de rejeter le projet de constitution présenté par le gouvernement. Dans une lettre ouverte adressée aux parlementaires, les associations de la société civile demandent aux députés dont le mandat est arrivé à terme depuis 3 ans de ne pas adopter le texte. Ce sont 7 associations de la société civile qui ont décidé de s'adresser par lettre ouverte aux députés pour leur rappeler leurs responsabilités devant l'histoire. Mais il y a quelques jours, le président du comité chargé de rédiger la nouvelle constitution et membre de la majorité a estimé que le vote de la nouvelle loi fondamentale par l'Assemblée nationale ne pose aucun problème de légitimité, une posture qui n'a pas beaucoup convaincu les milieux politiques. La coalition des 14 partis de l'opposition du Togo a fait le bilan des 3 jours de manifestation de la semaine dernière, des marches qui avaient été interdites par le pouvoir. L'opposition togolaise demande notamment le retour à la constitution de 1992 dans sa version originelle. Et elle estime que manifester n'a pas à être interdit au prétexte qu'un dialogue avec le pouvoir a été ouvert. Les revendications de la coalition pour manifester restent les mêmes. Pour le gouvernement, toutes les manifestations sont interdites, y compris les réunions publiques pendant toute la durée du dialogue, comme il est inscrit le règlement intérieur avant l'ouverture des pourparlers en février. À une semaine du renouvellement de la mission de l'ONU au Sahara occidental, les esprits se chauffent. Les deux parties au conflit, le Front Polisario soutenu par l'Algérie et le Maroc, s'accusent mutuellement de ne pas respecter les termes du cessez-le-feu conclu en 1991. Mais comme chaque année, le mandat de la MINURSO devrait être renouvelé quasiment à l'identique. De timides avancées ont d'ailleurs été enregistrées ces derniers mois avec les rencontres organisées entre les parties autour de Ors Colère, le nouvel envoyé spécial, mais à une semaine du renouvellement du mandat de la MINURSO, les deux parties s'accusent mutuellement de freiner cette dynamique pour une sortie de crise. Cette annonce avant de boucler ce journal dans nos éditions d'hier, mercredi 18 avril. Une source d'information nous a fait dire dans les reportages sur les obsèques de Mamoudou Traoré Baono que les travaux de clôture du cimetière de Tamani auraient été financés par le défunt de son vivant. Après vérification, il s'est avéré que les travaux ont été plutôt réalisés grâce à l'appui financier des partenaires de Bani Maga, originaire de Tamani. Après avoir rectifié le tir, nous vous présentons toutes nos excuses pour l'erreur glissée dans le reportage d'hier. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.